Monsieur le maire, j'espère que vous n'avez pas le tournis avec toutes les références qu'on vous a balancées, si je puis dire, sur les écrans. Là, j'ai balancé au sens honte du terme, vous voyez. Parce que ce qui me frappe, c'est de voir à quel point Lyon est dans le grand concert européen des villes en mutation. On a beaucoup parlé de Hambourg, Gênes, Rotterdam, même Madrid a été convoqué et cité plusieurs fois. Donc c'est intéressant, Le Havre, on n'a pas parlé de Londres, mais ça va venir. On aurait pu parler d'Anvers. Donc, la liste est très très longue. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas là un vrai phénomène en marche d'une nouvelle urbanité dans ces reconquêtes? Ce qui marque au travers des interventions de ce matin, c'est combien aujourd'hui les villes, grandes ou petites, sont en mouvement. Et on a quelquefois l'impression d'un monde figé, vous voyez, à travers les idées qui sont développées sur la crise. On a l'impression d'un espèce d'enlisement continu. Or, on s'aperçoit lorsqu'on fait le tour des grandes métropoles que partout ça bouge, que partout il y a des projets qui sont absolument énormes, extraordinaires, qui métamorphosent la ville avec des gestes audacieux. Moi, je ne suis pas allé donc à Vienne depuis quelque temps, mais penser dans Vienne, moi, l'image que j'en ai encore, c'est les images de mon enfance. Donc, la autrichienne traditionnelle, marquée certes par l'avant-garde à un moment donné, mais qui reste quand même relativement traditionnelle. Puis cette audace qui se développe autour des grands projets, je crois que c'est fantastique. Une sociologue américaine que j'aime beaucoup, Saskia Sassen, parle des villes-mondes et dit finalement notre économie globalisée, c'est une économie d'archipel avec des réseaux qui s'organisent dans le monde autour des grandes métropoles. On voit ici combien effectivement, à travers de ces gestes architecturaux, se propulse effectivement cette intelligence, parce que nous voyons l'enveloppe, mais à l'intérieur évidemment de ces enveloppes, il y a des gens qui portent une autre société, qui portent l'innovation du monde en termes intellectuels, technologiques ou culturels. Donc pour moi, ça fait envie. Et ça donne envie de continuer d'autres projets. Alors comme vous le savez, dans cette agglomération, nous allons porter d'autres projets, la deuxième phase de la confluence, mais également un quartier à Vaux-en-Velin, le Carré de Soie, 400 hectares là aussi de friches industrielles à reconquérir, et puis des quartiers qui apparaissent comme aujourd'hui, qu'on pourrait croire terminés, mais par exemple toute la rénovation de la Part-Dieu, nous projetons 1 million de mètres carrés dans ce nouveau quartier de la Part-Dieu. Donc c'est vrai que les villes bougent, et je crois qu'elles bougent pour l'émerveillement du plus grand nombre, parce que lorsque l'on regarde, moi je regardais ce que vous avez fait au Havre, j'en avais l'image traditionnelle du Havre, là aussi tout d'un coup c'est quelque chose qui bouge. On voyait comment cette commandante avait retransformé la ville. On voit évidemment les grandes villes internationales en allant bouger. Moi j'aime beaucoup aller me balader dans les grandes capitales internationales pour regarder un peu comment les choses bougent à Madrid, à Milan, un peu partout dans le monde. Le fantastique tout à l'heure Philharmonia qu'on a vu d'Herzog et de Meuron, c'est quelque chose d'extraordinaire. La rénovation du port de Hambourg, c'est d'une force formidable, avec ce bâtiment en figure de proue. Bon, voilà, je crois qu'il y a de la force, il y a de la poésie, il y a de l'émotion dans ce qui aujourd'hui se construit dans les villes. Alors, Dominique, tu nous as montré énormément de projets. D'ailleurs, merci de nous avoir rafraîchi la mémoire avec tous ces projets. Le progrès de Shanghai,
je me souviens d'avoir suivi cette opération. Il y avait Toyo Ito, il y avait Massimiliano Fuksas, Richard Rogers et toi-même. Vous étiez 4 architectes européens, donc une sorte de carré d'as là, à essayer de proposer aux Chinois une nouvelle façon d'organiser la ville alors au moment où ils avaient à peine construit une tour. Et c'était, il y avait une sorte de village avec peut-être 2 millions de personnes, ce village ayant été rasé, et maintenant c'est la ville que nous connaissons. On a l'impression là qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on voit l'île de Nantes, pour parler uniquement de la France, l'île de Nantes, Confluence, l'île Seguin. Là, c'est cette quête de nouvelle centralité autour de l'eau. Là, est-ce qu'il n'y a pas un thème peut-être encore plus majeur de toujours reconquérir? Est-ce que ce n'est pas le thème de notre époque? Je ne sais pas si c'est... je pense qu'on est un peu au-delà de la notion de reconquête que je trouve un peu limitée comme stratégie. Je pense qu'on est plutôt dans la question de l'identité des territoires. C'est-à-dire, comme le montre Antoine, bon, je veux dire que, par exemple, si je peux dire un mot sur le travail Paris-Le Havre, ce qui est formidable dans ce travail, c'est que ça fait lire, ça nous oblige à lire le territoire national tout à fait d'une autre façon. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, mais ça montre bien la difficulté du Grand Paris, c'est que c'est quand même l'avenir de Paris bien au-delà de Paris. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a montré un petit peu de façon assez pudique, mais quand même assez claire pour certains, avec le pavillon de Venise, c'est que les grandes métropoles de province construisent au sens de la gouvernance, au sens du développement, au sens des stratégies, des métropoles. Paris a plus de difficultés, on verra comment ça évoluera, mais disons que ça montre bien que la question de la géographie va au-delà de la ville au sens, je dirais, tel qu'on l'entend, de façon plus traditionnelle et plus historique d'une certaine façon. C'est pour ça que je pense que le terme de reconquête, il est bien adapté pour il y a quelque temps, autrefois, à l'imparfait. Aujourd'hui, je pense que cette question que l'on voit et qui est vraiment une question récurrente, qui est liée à ces fleuves, à ces cours d'eau, c'est des lieux d'espoir, c'est des lieux d'identité, c'est des lieux de lisibilité, c'est des lieux d'union, c'est des lieux qui vont au-delà de ce que l'on peut proposer par simple, et c'est déjà pas mal, hein, c'est pas du tout minimisé, par simple projet urbain. Voilà. Et c'est ce que je trouve absolument nouveau, c'est que ça permet à ceux qui vivent sur un territoire de se l'approprier d'une façon intime, physique, personnelle, poétique, qui sort de la sphère strictement politique. Et ça, je trouve que c'est une dimension que le politique doit prendre en charge aussi, enfin qui fait partie évidemment d'une stratégie politique, mais qui nous dépasse. Pourquoi ? Parce que c'est culturel, c'est même d'une certaine façon métaphysique. Il y a quelque chose qui parle d'une forme de bonheur et peut-être de quelque chose qui est une antidote du fait que pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre heureux en ville ? Pourquoi la ville crée autant de douleurs, autant d'angoisses, autant de difficultés, alors que normalement, nous en sommes issus, c'est notre culture, elle devrait, au contraire, vu notre développement, nous produire encore plus de bonheur ou un bonheur encore plus intense. Et je pense que l'eau, entre autres, il n'y a pas qu'elle, mais quand même, entre autres, elle est fondatrice de cette émotion-là. Alors Antoine, tu nous as présenté le projet ce matin, en effet, qui, à l'encontre de toutes les théories voulant lutter contre l'étalement urbain, toi tu proposerais justement une très subtile alternance de plateformes végétales et de plateformes urbanisées le long des méandres de la Seine, hein, si je résume un peu l'idée à une échelle pas du tout à la chinoise, où on urbanise d'un bout à l'autre sur 200 km comme entre Pékin et Tianjin. Là, ça suit justement la géographie. Je crois que c'est le mot-clé de ce matin, hein, la géographie.
Oui, enfin, je crois que moi, je suis intimement dans la réflexion qu'on a fait sur l'ensemble des grandes métropoles, c'est fou ce que la géographie devient ce qui lie. Et évidemment, quand on parle de Lyon, la confluence, c'est la géographie. Monsieur le maire l'a rappelé, mais c'est l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui... Moi, ce qui m'a intéressé ce matin, c'est en plus, bon, Bernardo a raté son avion, je ne sais pas quoi, etc. Mais c'est que les trois interventions, ces trois échelles qui ont été un peu montrées, enfin, on parle de tous, on fait tous de l'espace public des bâtiments, mais enfin, entre la très grande échelle, l'échelle des espaces publics, et puis des bâtiments et leur rapport à l'eau, c'est quelque chose qui va simultanément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir résoudre les problèmes, il faut résoudre les problèmes à toutes ces échelles. Mais ce que vient de dire Dominique est pour moi fondamental, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir avec la gouvernance traditionnelle et les limites administratives telles qu'elles sont. On est obligé de réfléchir. Et moi, ce qui me fait plaisir même sur le Grand Paris, parce que Paris Métropole, c'est 191 communes qui se sont mis d'accord, de droite comme de gauche, pour pouvoir s'associer. Et sur la vallée de la Seine, il y a eu, il y a 15 jours, 600 personnes avec toutes les collectivités de l'estuaire qui ont dit « Nous, on veut s'associer parce qu'on veut être partie prenante de ce grand développement de l'Ouest européen. » Et donc, je pense que moi, je suis intimement convaincu que l'idée de la planification traditionnelle est totalement morte. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, à cette échelle-là, faire un beau dessin et puis dire on va le réaliser comme ça. On doit trouver le travail des gens qui s'occupent un peu du grand développement urbain, c'est le travail de construire des éléments d'identité qui vont être partagés et qui vont finalement cristalliser. J'aime beaucoup ce que dit Herman Herzberger, qui est un architecte hollandais que j'aime beaucoup. Il dit toujours qu'ils vont être adhésifs, des choses qui vont faire qu'on va venir des projets. Et les fleuves sont des éléments adhésifs. À Londres, où j'ai travaillé, d'ailleurs, dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît bien ça. J'ai travaillé sur un des ponts habités sur la Tamise, c'est-à-dire en plein centre de la ville. Mais quand j'ai commencé à travailler, la Tamise était un endroit où où il n'y avait pas la tradition française de ces... Aujourd'hui, tous les grands projets sont le long de la Tamise. Et le dynamisme de Londres, on n'a pas réalisé le projet le projet de pont habité sur la Tamise pour des tas de raisons, mais je veux dire que et il y a le projet de Thames Gateway qui va jusqu'à la mer. Et je crois qu'il faut se reposer. On a tous des grands projets, vous en avez vu beaucoup, il y en a beaucoup dans le monde entier, mais la question, c'est un peu quelle est la forme de gouvernance de ces grands projets? Gouvernance politique, institutionnelle, gouvernance technique, gouvernance culturelle, qui ne peut plus être top-down, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque de Delouvrier, comme le général de Gaulle, foutez-moi de l'ordre dans ce bordel, et puis il y a de l'ordre. Aujourd'hui, il y a l'énorme travail d'échange, de participation, et donc il y a à réfléchir sur un modèle qui va faire que les initiatives locales doivent que Millefleurs réalise. J'aime beaucoup l'idée de Christian de Porzampar quand il dit que voilà, il y a comment s'appelle le truc de Deleuze là, le pli. Non, les trucs qui... Non, le rhizome. L'idée du rhizome, c'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui apparaissent un peu partout, et on les voit apparaître et il faut leur donner la chance. Mais il faut qu'en même temps les habitants et les politiques et tous les gens qui interviennent partagent une représentation. Et cette représentation, elle ne peut être que géographique. Le Rhône, la Saône, la vallée, c'est une représentation. Les berges de la mer. Et la deuxième chose, c'est l'échelle. 300 km, c'est 1 heure. Il faut bien savoir que 300 km, c'est 1 heure en Chine. Pourquoi? Entre Pékin décide d'avoir un port, Tianjin, et il y a 1 heure, le train y va, il y a un canal qui va entre Boston et Chicago, entre Los Angeles entre San Francisco et Phoenix. Il y a des échelles aujourd'hui de planification qu'il n'y avait pas. Et quand on regarde l'échelle de Paris-Le Havre, pour les Chinois, ce n'est pas un problème, c'est l'échelle de Shanghai. Shanghai réfléchit à cette échelle. Donc,
je crois qu'il faut inventer des systèmes de gouvernance et on ne peut plus avoir ces combats de communes ou même d'agglomération. Il faut vraiment trouver les éléments qui vont fédérer. Et je pense que l'eau, entre les grands fleuves, je racontais à Dominique, le président de la République de Corée m'a fait venir parce qu'il a décidé que la structure de l'aménagement du territoire de la Corée, ce seront tous les grands fleuves. Les grands fleuves allaient être les éléments catalysant l'aménagement de l'ensemble. Et je pense que dans le petit schéma que j'ai montré entre la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône, on a là aussi peut-être quelque chose de l'aménagement du futur des grands territoires. Alors en matière de gouvernance, monsieur le maire, vous êtes le président du Grand Lyon, donc ça doit vous parler plus que tout autre. N'y a-t-il pas un exemple venant de l'Allemagne, là encore, je sais que c'est très à la mode de parler de l'Allemagne, mais quand même, la Ruhr, l'aménagement de la Ruhr, la reconversion de la Ruhr à une échelle territoriale dans une intercommunalité, justement avec 82 communes, et avec ce cours d'eau, la rivière Emcher, qui est justement, là encore, le fil directeur de cet aménagement. Est-ce qu'il n'y a là pas un modèle de gouvernance dans ce qu'ils ont appelé une IBA, Internationale Bauausstellung. Donc, est-ce que ce modèle allemand pourrait être appliqué en France pour de l'aménagement expérimental? Je pense que le problème de la gouvernance est un problème fondamental. Et que, par exemple, si on veut résoudre, comme on dit, les problèmes de l'Île-de-France, c'est effectivement dans un changement de gouvernance qu'on pourra les résoudre. Tant qu'on est totalement parcellisé sur des territoires bunkérisés, on ne changera rien. L'autre jour, j'étais au Sénat et je discutais avec mon ami Claude Dillin, maire de Clichy. Je lui disais, c'est quoi ton intercommunalité? Et il me dit, c'est Clichy-Montfermeil. Ben, sur le territoire de Clichy-Montfermeil, on ne changera pas les choses si on se contente de travailler sur ce territoire. C'est dans une vision large qu'on peut travailler. Vous voyez, par exemple, dans cette agglomération, on avait un certain nombre de territoires ghettoisés, Vaux-en-Velin, Vénissieux, qui partaient un peu à la dérive. Parce qu'on était capable de penser sur une échelle de territoire large. Eh bien, on réussit à renverser le mouvement. Et je suis assez d'accord avec une phrase du livre qui dit « il n'y a pas de territoire maudit ». Et donc, on peut effectivement reconquérir l'ensemble des territoires à condition de les penser dans une échelle large. Et aujourd'hui, on sort même, pour ce qui concerne notre région, de l'agglomération. Vous voyez, on a d'abord pensé la ville, puis ensuite l'agglomération. Et aujourd'hui, on pense, comme je le disais, l'espace métropolitain de Saint-Étienne à Bourgoin, on va dire l'ensemble, en fait, de la réalité socio-économique qui est celle que vivent les gens tous les jours. Ce qui demande de penser la mobilité, de faire en sorte qu'il y ait une communication dans une métropole qui sera forcément multipolaire, d'essayer de penser la mobilité entre les différents pôles de cette grande métropole, de pouvoir, comme vous le dites, laisser au milieu des espaces verts, agricoles, paysagers, et de faire en sorte qu'on retrouve un certain nombre de polarités urbaines sur lesquelles, effectivement, on travaille et que l'on fait ressurgir. Cela veut dire que, effectivement, il faut penser les choses larges. Et lorsque vous parliez tout à l'heure, par exemple, de rhizome, je crois qu'aujourd'hui, on ne travaille plus, comme vous le disiez, top-down, mais en réseau. Et que le problème essentiel, c'est de savoir créer le réseau. Et par exemple, dans la loi de décentralisation qui est passée, on a fait naître, on nous parlait de métropoles à l'époque, mais les métropoles, c'était quelque chose de descendant. Et nous, on a fait une construction qui était différente intellectuellement et pratiquement, c'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle les pôles métropolitains. Les pôles métropolitains, c'était pas une ville qui tout d'un coup prenait le pouvoir et qui imposait aux autres, mais la capacité à bâtir des projets communs. Et du coup, on surgit des pôles métropolitains partout, dans les grandes aires urbaines comme Lyon, mais aussi la côte d'Opale autour de Dunkerque,
Et il y en a maintenant 21 à travers la France, vous voyez, entre, par exemple, entre Épinal, Nancy, Metz, Thionville. Et ce que vous dites sur la forme de l'organisation de la Ruhr, c'est finalement le pôle métropolitain qui se dessine à grande échelle en permettant de repenser de manière globale et dans le partenariat les territoires. Marc Bénarnet, je vais revenir au Havre pour poser la question de l'importance de l'espace public, là aussi au cœur de ces territoires. Tous les projets qui ont été montrés ce matin ressentent toujours cette question. Alors on voit bien que Le Havre, qui a été la ville martyre qu'on a connue, a connu la première grille de Perret, un master plan, là. Donc, et qu'aujourd'hui, la phase 2 est plus sur, là je reprends le mot, parce que je pense qu'il est juste, s'agissant du Havre, d'une reconquête d'Ars et de lieux qui étaient réservés aux seules activités portuaires. Et l'espace public et le parc portuaire que vous avez réalisé au Bras est quand même exemplaire en Europe de cette finesse, de cette subtilité, de venir au contact du logement, comme tu l'as très bien dit, essayer de... Alors que la ville n'avait pas forcément envie de le faire, c'est vous les architectes, je le sais, qui avez dit oui, mais non, on ne peut pas être dans une dichotomie, il faut absolument que ça connecte les logements d'une manière absolument claire et fluide. Oui, en fait, ce qui est intéressant en fait, pour nous qui nous passionne sur la question de l'espace public, c'est l'idée de pouvoir mettre en commun les choses, en fait, l'idée de partage. Donc nécessairement, en fait, dans cette relation interface ville-port qui était presque caricaturale en fait, au Havre, l'idée c'était pas de dissocier en fait, les choses, mais de les associer. Et la complexité en fait, du projet, ou l'intérêt en tout cas que nous on a trouvé qui est assez importante, en fait, c'est deux choses principales. La question de la géographie dont on a parlé, qui est évidemment une stratégie urbaine, et Antoine le démontre en fait largement, puisqu'en fait les échelles qu'il manipule sont gigantesques, mais au Havre, la question c'est d'arriver à légitimer un espace public dans un lieu qui n'est pas fait pour ça, en fait, au départ. Et donc la question c'est, à l'inverse, en fait, on peut regarder les choses depuis la grande échelle jusqu'à la petite. Nous, on a fait l'inverse, en fait, le travail plutôt de qu'est-ce que va devenir ce sol pour être légitimé dans la grande échelle. C'est le travail un peu opposé qui, quelque part, fait le lien et essaye de faire le lien. Parce que la difficulté, au Havre notamment, mais c'est vrai partout dans tous les espaces publics, aujourd'hui, en fait, comme toute construction, alors, pardon du petit bout de la lorgnette, mais l'espace public est menacé dans son idée de partage, en fait, par des réglementations très lourdes. Les pistes cyclables doivent être signalisées, les passages pour handicapés doivent être lisibles et accessibles. C'est pas du tout, en fait, quand on aborde en fait la transformation d'un port, on peut imaginer assez vite en fait qu'avec cette trame sous-jacente à laquelle on est obligé en tant que maître de répondre, le caractère en fait des lieux disparaisse et que la question en fait de la banalisation en fait des lieux devient en fait la clé en fait pour résoudre la question. Et nous on a essayé de montrer à travers le projet en fait que au contraire la question de la géographie, en fait l'ancrage dans le sol, cette ville qui a souffert énormément dans son histoire, mais qui est aussi fondée sur des variations de topographie énormes. Il faut savoir que la ville du Havre, son socle est monté d'1,50 m après sa destruction. On a reconstruit en fait sur les débris en fait de cette ville, et elle est montée d'1,50 m en même temps qu'on creusait les bassins pour amener les bateaux. Et en fait, cette question de rapport au sol, à l'eau évidemment, et puis à la topographie, ça fait partie en fait de l'identité. Donc nous, ce qu'on a essayé de chercher à faire, c'est une chose assez simple, c'est de montrer que dans 15 cm de bordure de trottoir, on peut raconter la même histoire, que c'est de la même continuité en fait. C'est ça qu'on a essayé de défendre en fait dans le projet du Havre, qu'on essaye de défendre sur les espaces publics, de façon à ce que le lieu soit pas... Les lieux qu'on reconstruit, en fait, ne soient pas des choses qui sont strictement banalisantes et qui respectent, évidemment, qui respectent les normes, mais qui dépassent, en fait, cette question-là, pour que le lieu qu'on habite, c'est un lieu, en fait, dont on connaît ses origines. Nous, on a entendu au Havre, on est très heureux, en fait, d'une réflexion qu'un habitant nous a fait en c'est comme avant, en mieux. On était très fiers, en fait, de ça, parce que c'était
c'était une transformation lente, et on parle en fait de développement durable, mais pour nous, la question du développement durable, c'est une question de la durée. La géographie, elle renvoie à cette question de longue durée. Je pense que c'est justement parce que la géographie est pérenne qu'on a longtemps pensé en fait que l'action de l'homme sur la nature, on pouvait tout faire, y compris des grandes infrastructures qui transformaient en fait facilement avec beaucoup d'énergie sans doute, mais on est capable de transformer l'environnement dans lequel on est. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut qu'on aille un peu moins fort, qu'on soit plus prudent, et que la question du retour en fait à l'intérêt géographique, que ce soit dans les stratégies urbaines ou en fait dans l'aménagement du sol concret en fait au quotidien, renvoie à la longue durée et évidemment à la nature en fait. Et donc, bon, à travers les espaces publics et le travail qu'on essaye de produire patiemment, on le fait à Saint-Étienne par exemple. Lyon a une chance incroyable, on dit qu'il y a 2 fleuves, enfin un fleuve et une rivière, un troisième en fait que je nommerai pas, parce qu'il y en a 3. Mais à Saint-Étienne, on travaille, il y a un torrent qui est abandonné, enfin pas abandonné, mais qui n'est pas visible. Et en fait, la ville est toujours dans ce paradoxe, en fait, de savoir qu'il y a ce furan qui traverse la ville, mais qu'elle ne peut pas en fait encore aborder, et enfin aborder concrètement, puisque ça a été un égout, etc. Mais cette ville qui est fondée dans cette vallée réinvente en fait son centre sans l'eau, avec l'absence en fait de l'eau, parce qu'elle est juste en dessous, mais pas accessible. Mais c'est dans la topographie en fait des lieux, dans cette logique, qu'on essaie de retrouver en fait cette nature. Donc, voilà, en gros. Monsieur le maire, avant de passer le micro à la salle et d'ouvrir le débat avec ceux qui nous écoutent depuis 2h30, occuper le fleuve. Je vous ai montré ce matin quelques exemples, notamment à Copenhague, de piscines sur l'eau, de choses sans limite. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans une nouvelle programmation, une recherche compatible avec de nouveaux usages de la ville, de l'espace public, en effet, d'aller ne pas se limiter au bord du fleuve, mais aller sur le fleuve? Et en fait, dans le projet Confluence, on a déjà pensé et porté cette question, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'immeubles des docks sont prévues des plateformes flottantes. Donc il y a au moins 3 plateformes qui ont été prévues. Clément Vergely, qui est là, a travaillé sur une de ces plateformes, qui essaye justement de faire le pas, de franchir et d'aller sur le fleuve. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé, parce que tout ça, après, est une question évidemment de financement, et il faut trouver les opérateurs qui veulent faire cela, mais notre but, si vous allez regarder à nouveau l'opération donc Rive de Saône à Cité de la Création à Paris, l'opération Confluence, pardon, à la Cité de la Création à Paris, vous verrez effectivement que devant les bâtiments et en correspondance, en résonance avec les bâtiments, c'est la même chose pour les beaux bâtiments de Jacob et Macfarlane, il y a effectivement ce prolongement et cette correspondance sur la rivière. Bien. Nous ouvrons le débat à la salle. Qui souhaiterait prendre la parole, questionner nos Jean de Thiers. Monsieur le maire, vous avez évoqué tout à l'heure, très brièvement, votre visite à Hambourg, au quartier Hafen City. J'aimerais bien que vous évoquiez ce qui vous a intéressé dans cette ville et en particulier dans ce quartier. Et si possible, que vous compariez cet ambitieux projet à celui des Confluences, puisque les surfaces sont similaires, la géographie l'est partiellement, la date de départ l'est aussi. Est-ce que vous pourriez évoquer vos impressions à Hambourg sur ce quartier et plus généralement sur la dynamique de la ville, et est-ce que vous avez pu en retirer à l'échelle qui est la vôtre? Merci. Si vous voulez, j'ai trouvé que c'était 2 projets qui évidemment étaient différents, parce que c'est quand même pas la même topographie. Là, on est autour de bassins. À Hambourg, nous, on n'avait pas de bassin, sauf celui
qu'on a recréé, mais on n'avait pas cette architecture, enfin cet urbanisme de bassin. Si un jour, par exemple, dans quelques temps, on travaille sur le port Édouard Herriot à Lyon, on se retrouvera sur une topographie qui est à peu près à ce moment-là semblable à celle de Hambourg, et donc on pourra avoir le même type de travail. Ce que j'ai trouvé à Hambourg, c'est à la fois une unité urbanistique et une diversité architecturale, c'est la capacité à faire en sorte qu'on profite à nouveau, parce que l'architecture, c'est pas simplement de l'esthétique, c'est aussi la qualité de vie pour les gens. Donc qu'il y ait cette ouverture sur la luminosité, sur le soleil, sur effectivement la mer qui se trouve devant le port. Et puis alors, le magnifique, j'en disais un mot tout à l'heure, mais le magnifique bâtiment de Herzog et de Meuron, un peu comme une figure de proue qui clôture ce port, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Bon, il y a une force, il y a un mouvement qu'on a essayé de redonner dans la confluence. Alors la confluence, on n'en voit qu'une partie aujourd'hui, parce que en fait, elle se compose, mais là aussi, la géographie, j'en disais quelques mots en introduction, et le paysage commande. On va dire que du côté Saône, avec les Balmes qui sont au-dessus de la Saône, ce fleuve un peu indolent qui coule, il pouvait y avoir donc des formes urbaines un peu, on va dire, débridées, un peu extravagantes même, dans la deuxième partie qui sera sur le Rhône, qui évidemment, Rhône endigué, donc la ville qui se lie derrière comme une ligne. L'architecture qu'on va créer, même le plan d'urbanisme qu'on a fait avec Herzog et de Meuron, sera quelque chose de plus rigoureux, de plus sobre, avec, lorsqu'on regarde déjà les formes urbaines, on voit qu'il y aura plus d'unité qu'il peut y en avoir sur la première partie de la confluence, avec seulement un bâtiment majeur, parce que j'ai vu Dominique Hervieux qui était au fond de la salle, une maison de la danse. Alors ça ne sera pas quand même comme à Hambourg, parce que je crois que le projet est beau, mais peut-être un peu coûteux. Mais quand même, on essaiera de donner un geste architectural très fort pour cette maison de la danse. Autre question? Ah. Intarissable le jour de Thiers. Monsieur le maire, on a parlé de projets très ambitieux, on ne parle jamais de financement et encore moins de développement de ces investissements dans le temps. Qu'est-ce qu'il en est à propos de Confluence et de vos projets par rapport à la dette municipale ou régionale? Et est-ce que vous avez des effets bénéfiques de la banque Dexia chez vous par rapport à ces projets? Merci. Okay. Alors, si vous voulez, on a réussi à Lyon à créer ce qu'il faudrait peut-être faire au niveau de notre pays, c'est-à-dire une dynamique vertueuse. La dette de la ville de Lyon est moins élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2001 lorsque je suis arrivé à la tête de la mairie. Et la dette du Grand Lyon est la même que celle de 2001. Ça veut dire qu'on a réussi à enclencher une dynamique vertueuse qui fait que l'installation de nouvelles entreprises, la construction de nouveaux quartiers, fait que les bases physiques de l'impôt s'accroissent sans que vous ayez besoin fiscalement d'imposer de manière trop douloureuse vos concitoyens. Nous, on a fait, à chaque mandat, on a fait une hausse de l'impôt et ensuite on n'y est jamais revenu. Donc j'ai fait une hausse d'impôt en 2002, j'en ai fait une en 2007 et après on ne bouge plus et donc les taux sont... La ville de Lyon est une des grandes villes qui est la moins imposée. Je crois qu'on peut faire à la fois de grands projets et en même temps garder des finances saines à une condition.
c'est qu'il faut que vous pensiez ces projets dans une dynamique d'économie mixte. Nous, à Lyon, on essaye de faire que pour 1 euro d'argent public investi, on a à peu près 6 euros ou 7 euros d'argent privé qui s'investissent. Et nous, on est simplement, si vous voulez, l'amorceur à un moment donné du projet. Et moi, je considère que le projet, il est valide lorsque je commence à venir voir de l'argent privé. Parce qu'on sait bien que dans un quartier, si vous n'avez que de l'argent public, comme il est relativement rare, les gens ils se disent « ouais, bon, ils vont faire ça, c'est uniquement de l'argent public, donc ça ne va pas durer longtemps leur histoire, et donc tout d'un coup, le projet s'arrête. » Donc il faut être capable de déclencher le mouvement au départ avec 1 ou 2 investissements qui vont faire qu'ensuite, ça donnera de la crédibilité au projet. Vous savez, il y a un aspect, on le voit hélas sur les marchés financiers, mais un peu moutonnier quelque part. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé la dynamique, les gens ils disent « waouh, super projet !» Et donc tout le monde vient dans le projet. Le projet, il faut le réguler, mais il se développe, si je puis dire, tout seul. C'est l'amorçage qui est difficile au début. Ne dites pas qu'il n'y a pas un étudiant qui a envie de poser une question, d'interpeller l'un de nos architectes. C'est pas possible, ça. Ça n'existe pas. Sinon, vous allez m'obliger à le faire. Ah, je savais bien. Bonjour. Donc moi j'aimerais vous poser une question. Donc depuis ce matin on parle énormément de métropole, de pôle métropolitain, de développement urbain avec plusieurs communes, mais j'aimerais savoir quel est l'intérêt de faire ça par rapport au reste du territoire. Est-ce que pour vous ce territoire c'est finalement une visualisation du vide, ou finalement les métropoles c'est un moyen d'engendrer en fait un développement qui va venir tout dévorer? Et le fait de conserver ce vide dans les métropoles qu'on parle depuis ce matin, est-ce que pour vous, c'est finalement créer des objets précieux, entre guillemets, qui préserveront finalement un paysage qui n'existera plus d'ici une 50aine d'années ou peut-être plus? Alors, ça s'adresse à vous deux, j'imagine. Bon, sur la question du vide, c'est la question effectivement de la valeur. C'est-à-dire que c'est évidemment un trésor, dans le sens où on ne cherche pas à identifier le vide pour le remplir. On cherche à identifier le vide pour évaluer, je dirais, ses qualités. Et au travers de ses qualités aussi son statut. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant parce que comme l'a très bien dit Virio tout à l'heure, le problème c'est qu'on est maintenant dans un monde qui est complet, qui est fini, qui est connu. C'est-à-dire on connaît tous les hommes de la Terre et on connaît tous les territoires de la Terre. Donc c'est fait. Et donc, d'un point de vue de notre vision du monde, de notre culture, de notre psychologie, on est dans une relation avec l'espace, avec les lieux dans lesquels nous bougeons, dans une relation qui est totalement différente, hein, puisque avant on pouvait espérer qu'on trouverait encore d'autres choses. Aujourd'hui, on ne trouvera rien. Et même ce qu'on trouve montre qu'on a quand même quelques actes de contrition à faire. Donc la question du vide est quelque chose qui est absolument fondamental, qui ne se sépare pas du plein, pour dire les choses, pour employer des mots assez simples, évidemment, mais qui nous oblige à penser cette espèce de matériau d'une façon différente. On parlait tout à l'heure de l'espace public. Ce qui est intéressant avec l'espace public, et ce qui était aussi très très intéressant avec l'espace public, en particulier au XIXe siècle, c'est-à-dire que l'espace public, même s'il était complètement fliqué, d'une certaine façon plus qu'aujourd'hui, mais enfin le flicage était beaucoup plus représentatif, enfin il participait de la représentation et de la mise en place de la République, entre autres, il avait cette espèce de vertu d'entrer dans les bâtiments publics. Bon. Alors qu'aujourd'hui,
le comportement, si je puis dire, de l'espace public, c'est un espace qui est vraiment fliqué pour des questions de sécurité, parce que bon, de toute façon on n'y coupe pas, enfin de toute façon le maire s'il ne le fait pas il va en prison, donc il faut qu'il s'y colle. Mais la relation qu'on a avec l'espace public, que tu parlais du partage, moi je suis désolé, je la vis pas. Et puis ceux qui sont, enfin mes enfants, alors eux, ils la vivent pas du tout. Donc cette question du vide nous permet peut-être de repenser la relation entre ce qui est, voilà, qu'on appelle l'architecture, disons pour aller vite, et puis ce qui l'entoure, ce qui permet aussi de la développer. Donc ça c'est un élément qui est un élément de perception, qui est un élément politique évidemment, et qui considère que en fait la métropole c'est une substance. Et lorsque je dis ça, c'est... Bon, Rem en a parlé, etc. déjà, mais ça pose d'autres champs de recherche qui sont absolument passionnants. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la dessiner. On n'arrive plus à la dessiner. Autant dessiner la ville autrefois avec ses rues, ses places, etc. Aujourd'hui, on est incapable de cartographier la métropole au sens de la perception que l'on peut en avoir et donc de sa gestion. Donc ça lance des pistes de recherche qui sont absolument passionnantes parce qu'il faut créer des outils qui vont permettre justement d'identifier, de comprendre, de lire, de révéler les lieux. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est absolument formidable pour nous tous, et en particulier évidemment pour les architectes, ça je ne le cache pas, mais pour nous tous, au sens d'une population. Et donc, ça pose la question, pourquoi on ne parle plus vraiment de ville au sens stricto sensu, pourquoi on parle de métropole? C'est parce que, en fait, les dimensions des territoires et des liens entre les hommes sont des liens qui sont effectivement plutôt, qui se développent en réseau et qui leur permettent, tous ces liens à ces populations d'arriver à vivre. Parce que, bon, on parle de la mobilité, après je passe le micro à Antoine, on parle de la mobilité, moi, je dis, sauf si j'étais un peu provocateur, ce que vous savez, je ne suis absolument pas. Et donc, pour moi, une métropole heureuse, c'est une métropole sans mobilité. C'est-à-dire que la mobilité, c'est quoi? C'est l'obligation, quand on est vieux, de se taper le transport en commun pour aller à l'hôpital. On est en train de divorcer, il faut aller là-bas. On a des enfants, ils vont ici, etc. Et donc, finalement, on cherche du boulot, on n'a plus de boulot, etc. Donc, il y a deux types de mobilité. Il y a une mobilité qui est de l'ordre de la difficulté, justement de nos structures urbaines, de notre société, de sa brutalité, et donc de l'obligation de bouger. Et ça, c'est quand même une mobilité, c'est pas parce qu'on gagne 30 minutes de transport par jour qu'on est plus heureux. Si on s'emmerde là où on va travailler, et si on ne gagne pas de fric. Bon, il faut quand même dire les choses. Donc la mobilité, moi je pense qu'elle est liée aussi à ces questions de perception des lieux, de perception du vide, et de ce que l'on peut en faire ensemble, parce que je crois que le partage, il est plutôt à ce niveau-là que dans une relation, je dirais, ça sera plutôt la conséquence, physique. Il faut d'abord arriver à partager ensemble un projet, des projets, un idéal, une vision, un territoire, une culture, et puis après, moi je ne m'inquiète pas, on trouvera bien à partager les mètres carrés, quoi. Antoine, vous voulez réagir ? Oui, d'abord une petite chose là, par rapport à ce que disait Dominique. Je crois que le vocabulaire évolue et c'est très intéressant. Aujourd'hui, on ne parle plus de densité, on parle d'intensité. Ça veut dire qu'on parle du fait que une petite place de village avec une boulangerie, un marchand de journaux, etc., un café et tout, peut avoir une intensité. Et on ne parle plus de densité. D'abord, les gens... Mais quand on dit que dans les grands ensembles, et j'ai travaillé beaucoup aux Minguettes, on va créer de l'intensité urbaine, bien sûr, il va falloir construire parce qu'il y a des endroits où il faut refermer les places, mais les gens comprennent. Et la deuxième chose, je suis d'accord avec toi, il faut arrêter de parler de mobilité, il faut parler d'accessibilité.
qu'on puisse accéder. Vous avez envie d'aller faire du sport, vous avez envie d'aller au théâtre, il faut pouvoir y accéder. Quand le métro de Marseille, il ferme à 7 heures du soir, et les gens qui habitent dans les quartiers nord ne peuvent pas aller au cinéma parce que le métro est fermé. C'est-à-dire que C'est 22 heures. Hein. Hein, 22 pas 7 heures, 22 heures. Enfin, bon, je sais rien, mais c'est ridicule. Ce qui est très tôt pour une ville du Sud. Oui, c'est ville. Bon, ça c'est bon. Changement de vocabulaire. Bon. La deuxième chose, changement de modèle par rapport à la réalité métropolitaine. La réalité métropolitaine, elle est aujourd'hui dans l'inachèvement perpétuel. On a toujours fabriqué des projets, même nous-mêmes et dans l'histoire, où on fait un projet, on le réalise, le grand plan d'un tel ou d'un tel. Aujourd'hui, on est dans l'inachèvement perpétuel. Quand monsieur le maire parle de la Part-Dieu, on va construire 1 million de mètres carrés, quand les gens qui ont dessiné la Part-Dieu, ou même les gens qui avaient dessiné la Défense au début, ils disaient ça y est, le plan est fini, on le réalise. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, mais il faut s'interroger quand même de ce qui tient un peu les choses. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir qu'il y a quand même quelques éléments qui perdurent et qui restent et qui tiennent, mais qu'en même temps, notre travail, qui est de mettre en place un système d'espace public, c'est-à-dire un système du vivre ensemble, parce que la vieille réflexion que je me permets de refaire ici, c'est que quand même, les Grecs ont bien expliqué que l'espace public, c'est l'apprentissage de la démocratie, parce que si vous construisez dans la rue, ben à ce moment-là, on ne peut plus passer. Donc on est obligé de faire des lois pour vivre ensemble. Et l'espace public, ça vous apprend. Et le mouvement moderne, avec les tours, les bars, les espaces verts, c'est la fin d'un espace public clair. Au Minguette, je me suis fait pointer par des types avec des flingues en me disant « t'es chez nous ». Je dis « non, je suis dans l'espace public ». « Non, t'es chez nous ». Donc, on est obligé de retrouver des limites entre ce qui est privé et ce qui est public. On est obligé de retrouver comme ça une vérité de ce qui apprend à vivre ensemble. Donc ça, c'est une des choses que je veux dire. Et je crois aussi que le modèle, c'est on est dans l'inachèvement perpétuel, on ne sait pas où on va. Et pourtant, quand vous regardez les mathématiques, la biologie, les gens travaillent aujourd'hui, non plus dans le positivisme du 19e siècle, mais ils travaillent sur des objets dont ils ne peuvent jamais saisir la totalité. Toute la pensée positiviste et la pensée urbaine qui y était associée, c'était de réduire les complexités pour arriver à résoudre un problème. Aujourd'hui, que ce soit quand on étudie le climat ou les biologistes ou dans tous les domaines ou même les anthropologues, expliquent qu'on réfléchit sur des objets qu'on ne peut jamais saisir, qui sont en mouvement. Et moi, je suis très intéressé dans la réflexion des nouveaux outils. C'est là où je vais arriver, les nouveaux outils sur lesquels on doit tous essayer de s'appuyer, que ce soit les politiques, les professionnels, et que les habitants doivent faire. C'est ce nouvel outil, c'est-à-dire, voilà, on doit réfléchir et faire évoluer des choses, mais on ne peut jamais saisir la totalité parce qu'elle est tout le temps en train de se transformer. Et je crois que c'est ça qui va se passer dans les années. C'est pour ça que je trouve ça absolument passionnant, ce qui se passe dans le domaine scientifique, parce que ça induit une réflexion sur ces grandes entités de la métropole. Et je veux dire à mademoiselle, il ne s'agit pas du tout de boucher les vides, il s'agit tout simplement de dire que, et Bernardo va venir, je ne sais pas s'il va arriver tout à l'heure, il va vous expliquer comment la ville est poreuse. Heureusement qu'elle est poreuse, heureusement qu'il y a des endroits presque bachelardiens qui ne sont pas utilisés. Parce qu'il y a une idée quand même aussi que tous les professionnels connaissent et aussi les élus, c'est que les endroits les plus marginaux, les plus contraints, les autoroutes, les emprises ferroviaires, les bords de fleuves abandonnés industriels, ces endroits contraints, par une sorte de ce que j'appelle la dialectique des contraintes, tout d'un coup, c'est de ces endroits-là par où se font les grands projets. Où est-ce que sont faits les grands projets à New York ou à Shanghai, sur les emprises ferroviaires, sur les bords. Donc, ce qui paraît négatif peut devenir la source de la chose positive. Donc, il faut avoir une autre attitude par rapport à la lecture et l'analyse et la compréhension. Et la dernière chose, après je repasse la parole, c'est que quand même, ma génération, quand même, moi j'ai fini mes études en 67, pour avoir une photo aérienne, pour pouvoir avoir un plan, pour faire, c'était avoir une photo aérienne, c'était, oh là là, il y a une photo aérienne, c'est fantastique et tout.
Aujourd'hui, avec les outils informatiques, on passe de l'échelle dont parlait Obras, tout d'un coup le bout de trottoir, à une vision globale. On a des nouveaux outils informatiques qui permettent de voir, de visualiser, de comprendre, d'expliquer. On ne peut plus dessiner des plans sans dessiner le contexte, puisque le contexte, on l'a. C'est-à-dire que les limites d'une ZAC, c'est ridicule, les limites d'une ZAC, parce que de l'autre côté des limites, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va se transformer. Et donc, c'est tous ces outils-là qui sont vraiment... qui nous mènent vers une nouvelle réflexion pour la saisie, le projet et l'avancement des réflexions sur les grandes aires habitées. Y aurait-il une dernière question? Oui, madame. Catherine Gutt. Je suis toute contente d'avoir entendu ce que j'ai entendu ce matin à propos de la géographie, à propos de cette attention à l'eau, qui me semble justement lutter contre la banalisation d'une ville ou d'une métropole, puisque l'eau est toujours différente d'un endroit à l'autre. Et j'ai aimé aussi cette conscience que finalement, en tant que technicien, en tant qu'architecte, on bâtissait, mais sur de l'infini, de l'infinitude. Par contre, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Quelle est la relation dans ce que vous projetez en tant que politique ou en tant qu'architecte avec le public utilisateur, d'une part, et d'autre part, dans la notion de métropole, est-ce qu'on ne donne pas une importance très grande aux grande puissance, entre guillemets. Par exemple, dans le Grand Lyon, on sait bien quand même que Lyon et Villeurbanne ont une part très importante par rapport aux décisions qui sont prises et même par rapport au réseau. Voilà. Bon, moi, pour la première partie de la question, ça me permet de poursuivre la notion d'inachevé qu'Antoine Grumbach a commencé à développer, parce que je pense que c'est vraiment un sujet essentiel, parce que on parle des outils, effectivement, qui peuvent nous aider à avoir une certaine compréhension de ces phénomènes dans nos domaines, disons. Mais je pense qu'il y a un autre outil qui est vraiment assez sympathique. C'est que ça nous oblige, quand je dis nous, mais en particulier le politique, à mettre en place des structures de projet permanentes et vivantes en permanence. Parce que, justement, cet inachevé, ça veut dire la possibilité de transformer, la possibilité d'intervenir, et donc, pour gérer cette matière plastique, plastique dans le sens sur laquelle on peut intervenir, il faut des structures où les gens pensent, échangent, discutent, réfléchissent, se trompent aussi, parce que je pense que l'échec est aussi une des vertus de la recherche, et donc ça oblige en fait les structures de gouvernance à mettre en œuvre des lieux, pas des outils, mais des lieux où il y aura forcément échange, réflexion, dialogue, je dirais qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a permanence du projet urbain au sens, que j'appellerais projet plutôt métropolitain, donc au sens de la construction de l'inachevé, qui produira encore de l'inachevé, qui sera inachevé, et ça c'est quand même, je trouve, par rapport à notre monde, comme je le décrivais tout à l'heure, qui est, lui, achevé, c'est quand même... je trouve que c'est pas mal, quoi. Ça nous donne envie de vivre. Voilà. Je vais essayer de lier votre question avec celle de la jeune fille de tout à l'heure, parce qu'elle disait finalement, moi j'ai compris sa question aussi, mais est-ce que vos grandes métropoles, ça écrase pas le reste des territoires, et donc est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de concentration et d'appauvrissement du reste du territoire? Je crois qu'on s'aperçoit aujourd'hui, il faut raisonner à des échelles différentes. On peut raisonner monde,
et puis réseau des villes dans le monde. Puis on peut raisonner comme vous l'avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire en partant justement du détail. J'ai bien aimé, comme vous avez dit, on peut inscrire l'histoire dans la bordure de trottoir. Donc il y a des échelles extrêmement différentes à pouvoir combiner ensemble. Et le monde, effectivement, aujourd'hui, n'est plus un monde vertical, c'est un monde de la complexité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur les marges, parce que c'est dans les marges que se trouve la fécondité, la fertilisation croisée. Mais vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple de Lyon comme capitale régionale, c'est pas en piratant le reste du territoire que l'on va se développer. C'est en étant en relation, et en relation ce que j'appelle moi de la compétition. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la compétition et dans la coopération. Les deux sont toujours mêlés. On est, nous, en coopétition avec les autres grandes villes européennes. Mais est-ce qu'on pirate pour autant les autres villes? Non. Par exemple, si vous voulez, dans le pôle métropolitain qu'on envisage, on va aider à faire en sorte que Saint-Étienne, tout d'un coup, reprenne une vie. Et Saint-Étienne, c'est important qu'elle reprenne cette vie parce qu'aujourd'hui, elle avait tendance à se dissoudre dans son territoire et le centre-ville de Saint-Étienne était vide. C'est là où vous avez le prix du mètre carré le moins cher de France. Et puis, vous aviez toutes les collines du Forez dans une espèce de développement et d'étalement urbain pavillonnaire qui, effectivement, se confortait. C'est important aussi, d'un point de vue écologique, de repenser la ville. Parce qu'autrement, c'est l'extension à perte de vue dans les campagnes et effectivement une espèce d'étalement urbain continu. Moi, je cite toujours à mes élus le chiffre de la construction en France. Aujourd'hui, tout en haut de l'échelle, vous avez la construction individuelle. Ça veut dire le développement du pavillonnaire dans le territoire français. C'est ça qui mite le territoire. C'est ça qui fait effectivement une non-maîtrise des problèmes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, parce que pour le coup, alors quand vous êtes dans du pavillonnaire, c'est même plus par le transport en commun, c'est forcément par la voiture que vous vous déplacez. Et donc, vous voyez, la conception que l'on peut avoir de la métropole fait que vous confortez un certain nombre de pôles, et donc en confortant les pleins, vous préservez les vides. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre pôle métropolitain, ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle des schémas de cohérence territoriaux, et on a fait un puisque c'est assez limité, et il faut penser le territoire sur la grande échelle, un schéma de cohérence territoriale, un interscot en langage techno. Et donc ça, là, nous permet de penser pas seulement les pleins, mais de penser les vides, et de les penser non plus comme territoire à urbanisation future, mais au contraire comme territoire d'équilibre, à préserver pour permettre la viabilité des différents pôles urbains. Alors je viens à la question de madame, je relaye un petit peu. Est-ce que dans une agglomération comme la nôtre, ce n'est pas uniquement Lyon et Villeurbanne qui décident? Nous sommes 58 communes dans la communauté urbaine de Lyon, avec les maires de petits villages qui pèsent une voix. Donc cela veut dire que forcément, c'est dans la recherche du consensus et de la convergence que nous essayons de développer les choses. Donc cela demande de prendre en considération pas simplement ce qui se passe à Lyon, mais ce qui se passe sur l'ensemble du territoire pour arriver à penser le devenir de l'agglomération. Puis en même temps, comme il y a différence d'échelle, moi on essaye de faire, on a fait une expérimentation, on fait sur Lyon ce qu'on appelle des conférences des maires. C'est-à-dire qu'on essaye de penser à un double niveau. Pas simplement la commune qui peut être petite et puis l'agglo, mais de penser des territoires qui ont une certaine homogénéité historique, culturelle, géographique, et donc de faire s'organiser l'agglo à un double niveau, le niveau effectivement de
de décision stratégique d'agglo, mais en même temps d'organisation pratique des territoires. Et dans ces territoires, il y a des conférences des maires avec un président de conférence des maires. J'essaye de repenser comment on pourrait organiser le territoire demain. Et je me dis qu'il peut y avoir justement un double mode d'élection, élire l'échelon de proximité et en même temps élire l'échelon stratégique. Et que comme ça, on peut préserver et la proximité et en même temps la capacité à donner des grandes lignes et à définir des stratégies à grande échelle. Merci, on va peut-être s'arrêter là. Je retiens la formule, conforter les pleins pour préserver les vides. Ça, on le donnera tout à l'heure à nos intervenants et dans le débat tout à l'heure avec Jean Blaise, Winnie Masse et les autres. Et à bientôt, 14h30.